On marche sur une pelouse tondue, c'est un grand terrain de jeu. À côté, de manière un peu systématique, on laisse ce qu'on appelle un ourlet. Hein. Alors là, il y a un ourlet externe qui est pris sur la surface de l'espace ouvert. Et puis après, on a un ourlet interne de la lisière forestière et qui, lui, s'enrichit. Autant l'ourlet prairial de la pelouse, il est exclusivement composé d'herbacées. Et puis, en arrière-plan, on a, il est semi-ligneux. On a de la ronce, on a de l'églantier. Tout ça, ça participe à protéger le sous-bois. Hein. On est ici dans une attitude, et un peu partout ailleurs d'ailleurs. Avec Gabriel, on aime dire que les bois, contrairement à ce qui se dit d'habitude, hein, que les bois ne sont pas les lieux où le public doit circuler. Voilà. Surtout dans une échelle aussi petite. Autant en forêt domaniale, sur X centaines d'hectares, bien sûr que le public peut aller circuler dans les sous-bois sans l'affecter. Par contre là, ce sont des mouchoirs de poche. Hein. Et si on veut que ces bois fonctionnent comme des refuges de biodiversité, hein, il faut les rendre le moins accessibles possible. Donc, il est de toute évidence, la végétation, parce que quand on est intervenu en 2009, il n'y avait pas de sous-étage. On avait une canopée extrêmement fermée de pins, hein, qui n'avaient pas bénéficié d'éclaircies, et toutes nos éclaircies ont fini par ouvrir les cimes, hein, et être profitables au sous-étage. Donc c'est pour ça que là-dessous, ça grouille de vie. Hein, les végétaux apparaissent. Vous voyez qu'à l'arrière-plan, même s'il n'est pas encore très haut, il y en a en d'autres endroits qui sont beaucoup plus hauts, mais les chênes débarquent. Hein, donc les pins, eux, c'était les pionniers. On essaie de les conduire au maximum de ce qu'ils pourront donner, mais ensuite, la deuxième génération d'arbres nous intéresse. Donc ceux qui sont plus forestiers, comme les chênes, les charmes, les alisiers, les hêtres. Vous les avez apportés? Pas du tout. Non, ça, tout ça, c'est spontané. Tout ça, c'est spontané. Là, la nature ne pense qu'à ça. Hein, c'est se multiplier. Hein, comme nous. Ouais. Donc, vous voyez, même cet églantier est un de nos meilleurs alliés, forcément. Il est épineux. L'aubépine également. Tous ces arbustes qui sont équipés d'aiguillons ou d'épines sont nos meilleurs alliés. Et ça profite très fort au sous-étage. Au niveau du parc, donc vous avez des poches forestières plus ou moins importantes, j'imagine. Oui. Il y en a certains qui sont traités plutôt dans une logique circulaire ou bien on est plus toujours sur une logique de... Non, on contourne. Je vous montrerai. Volontairement, je ne veux pas me balader avec des plans. Je le ferai des plans, des photos, tout ce que vous voulez, des rapports de stage d'étudiants. On présentera ça au moment du déjeuner. Hein. Mais en fait, dans l'espace témoin, on a mis en forme l'espace ouvert, et c'est cette mise en forme de l'espace ouvert qui a créé la forme des boisements. C'est très important de considérer les choses comme ça. Hein. Et la forme des boisements découle de la forme des espaces ouverts. Et pas le contraire. Pas le contraire. On ne commence pas par dessiner les masses forestières, on commence par dessiner la forme des boisements. Et ici, c'était une friche. Il a fallu taper dans la friche pour se dire, eh bien, cette prairie ou cette pelouse, elle aura telle forme, donc il faut qu'on dégage tous les arbustes ou arbres qui l'encombrent, on les pousse sur les bords, on va les mettre dans les lisières, hein, et ça crée la forme des boisements. Du coup, les espaces ouverts, ils sont issus de quoi, des usages alors? Comment on détermine la forme des... Alors, ils sont issus des usages possibles, et puis des proportions qu'on veut leur donner. Hein, pour libérer des vues, pour libérer des horizons urbains, pour des usages, effectivement, là on a un tout petit terrain de jeu, alors qu'on a un grand espace central qui est beaucoup plus généreux, hein, et susceptible d'accueillir un plus large public. Et puis, on a voulu jouer sur toutes les échelles. Vous verrez, là on va passer sur notre première plus petite clairière à l'époque de l'espace témoin. À droite comme à gauche, vous avez deux boisements. Un qui a été planté, et c'est pour ça qu'on pourrait retrouver les lignes de plantation. Donc peuplier blanc et robinier,
Ça a été recépé intégralement, comme je le disais, il y a 6 ans, en février 2009. Le recépage peut être une technique très intéressante quand on a besoin de renouveler la partie aérienne d'un arbre qui a été blessé ou qui a eu un problème. Ça va consister à couper l'arbre, alors non pas à hauteur comme ça, où on laisserait une partie de bois qui se décomposerait, mais de le couper au plus près du sol. Et donc les rejets vont se former ici, autour. Et puis de l'autre côté, c'est un peuplement spontané, principalement de saules marceaux, qui s'écroulait complètement, qui avait 25 ans, qui était vieillissant, et on a voulu le rajeunir intégralement par recépage. Il s'est, bien évidemment, au moment du recépage, il a mis à nu du sol, qui était beaucoup plus accueillant, pour une bonne part de la végétation spontanée qui s'est rajoutée. Donc c'est pour ça qu'on a maintenant des érables champêtres, on a des frênes, on a des alisiers qui sont venus se mélanger au milieu du taillis de ces grosses cépées qui a retrouvé de la place à ce moment-là. Et puis par contre, un noyer comme celui-là, il y a 6 ans, bon, il a reçu beaucoup de tailles de formation, cet arbre-là. Il y a 6 ans, il faisait 2,50 m. Son voisin d'en face, le chêne, pareil, il faisait 2,50 m. En 6 ans, vous voyez que ça pousse. Ces deux arbres-là sont susceptibles de fabriquer des arbres de grande dimension. Ils vont se rejoindre, ils vont se toucher, ils vont former une porte pour s'étaler et puis pour le changement d'espace. Autant les deux parcelles voisines, elles seront recépées régulièrement, celle de gauche tous les 15 ans et celle de droite qui est en vis-à-vis avec les boisements, les logements, pardon, elle sera recépée tous les 10 ans.